bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du régime de la reine d'Angleterre, de jardiner pour sa santé mentale et d'éviter les cancers avant 50 ans. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que ça y est, les températures baissent un petit peu partout, donc du coup, les nuits de sommeil commencent à être meilleures pour tout le monde, j'imagine. Mais bon, ça vient se greffer avec la rentrée scolaire et professionnelle, donc on ne sait pas trop si on dort mieux, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que les températures plus basses permettent quand même de faire un petit peu plus de sport en extérieur. Enfin, en tout cas pour ma part, j'ai pu reprendre la course à pied, le vélo, la marche dans des conditions beaucoup plus agréables qu'au mois d'août et au mois de juillet. Et puis voilà. Donc bon. Je vais pas perdre trop de temps et commencer à vous parler directement des thèmes du jour. Vous avez dû voir, sauf si vous vivez sur une île déserte sans communication ni rien, que la reine d'Angleterre est décédée, je crois, jeudi dernier, donc le 8 septembre 2022 à 96 ans. Donc je crois que oui, c'était jeudi. Donc 96 ans, on aimerait tous arriver jusqu'à 96 ans. Enfin, 96 ans, c'est beau, quoi. Imaginez quand même, là, moi, c'est dans 30 ans, quoi. Dans 31 ans, même. Donc on aimerait tous, 31 ans, qu'est-ce que je raconte? 61 ans. On aimerait tous, vivre jusqu'à cet âge-là. Et là, il y a un article qui est sorti sur lanutrition.fr de Marie-Céline Ray qui se titre « Le régime sans féculents de la reine Elisabeth d'Angleterre ». Donc, bon, tout le monde y va de son petit article sur le sujet, puisque c'est quand même quelque chose qui a mobilisé énormément. Moi, personnellement, la reine d'Angleterre, c'est bête, hein, mais moi, dans ma tête, c'est Mr Bean. Il y avait toujours, je crois qu'il avait même la petite photo sur la table de nuit ou au-dessus de son lit, je sais plus. Mais pour moi, c'est Mr Bean, c'est Top Gear, c'est qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est James Bond évidemment. Et tout ça, c'est quelque chose. Moi, pour moi, ça me véhicule. Et c'est Clifton aussi, la Clifton, je sais pas, la bande dessinée là. Si vous connaissez pas, allez jeter un œil, c'est sympa d'ailleurs. Toutes ces choses-là, moi, pour moi, la reine est en tâche de fond. Paddington aussi, c'est en tâche de fond. La reine est en tâche de fond. Et pour moi, elle représentait les bonnes manières, le savoir-vivre, etc. Je sais pas si qu'est-ce que ça sera par la suite. Alors, et tant mieux parce que visiblement, Charles est très bio, écolo et toutes ces choses-là pour l'alimentation et tout. On verra bien ce que ça donnera, mais moi, là, ce que j'avais envie de dire, c'est voilà. Personnellement, moi, ça m'a fait un petit truc quand même. Bon, rien de méchant. J'ai pas versé de larmes non plus, mais ça fait un petit quelque chose. On n'a pas ça en France, nous, un truc qui nous rassemble tous comme ça. On n'en a pas. Bon, bref, Elisabeth II s'est éteinte le 8 septembre 2022 à l'âge de 96 ans. Une longévité remarquable, la plus longue pour une monarque britannique. Et en fait, elle avait répondu à une interview, ou c'était dans un article, je sais plus, en tout cas en 2016, à l'occasion de son 90e anniversaire, un article de BBC Magazine nous apprenait plus sur son alimentation, donc un régime qui évite systématiquement, les féculents tels que les pommes de terre, les pâtes et le riz. Donc un régime qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de low carb ou de pauvre en glucides, j'imagine. Dans cet article, donc, Darren McGrady, je sais pas comment on dit, McGrady, qui était le chef personnel de la reine, expliquait que son régime n'avait pas changé depuis son arrivée au trône d'Angleterre en 1952. Donc elle s'est pas réveillée à 90 ans. C'est vraiment... Donc bon,
On fera pas de raccourci pour dire que le régime sans glucides est bon pour la longévité, parce que on va nous dire oui, mais là tu prends une personne qui en plus avait les meilleures conditions, avait les meilleurs traitements, les meilleurs médecins, le meilleur machin, bon, et même on va peut-être dire qu'elle était accusée de dope, qu'elle se dopait ou j'en sais rien. Donc bon, la reine appréciait des repas simples avec une tendance pour une alimentation low carb. Elle mangeait des produits de saison, adorait le beurre, mais évitait les féculents. Donc no starch, it's the rule. Donc la reine est très disciplinée. La règle est pas d'amidon, ni de pommes de terre, ni de riz, ni de pâtes. Donc et voilà, affirmait Mac Grady. Donc lorsque la reine recevait des plats riches en beurre et crème qui étaient servis aux convives, mais seuls, elle mangeait des choses simples comme une salade avec un peu de poulet grillé pour garder la ligne. D'après donc le fameux chef cuistot là, elle aimait aussi beaucoup le chocolat noir. Bon, bah, visiblement, je mange du chocolat noir, je mange pas de riz, pas de pommes de terre, pas de pâtes, en tout cas pas dans mon quotidien. Je suis en bonne voie pour vivre vieux, quoi. Enfin, j'espère. On verra bien. L'espoir fait vivre, comme on dit. Donc la reine, tout comme son mari, n'était pas connue pour faire d'excès alimentaires, comme expliqué en 2016 l'historienne spécialiste de la royauté Kate Williams. C'est très important, comme ils doivent assister à de nombreux dîners et banquets. Elle rappelait aussi que la reine a eu une enfance très saine. Pendant la guerre, sa sœur et elle vivaient sur des rations comme le reste de la population britannique. Des décennies plus tard, la reine préférait toujours manger des aliments simples comme de la viande avec des légumes et pas de produits transformés. Elle mangeait de la viande. La reine mangeait de la viande. Élisabeth II aimait également passer du temps dans la nature et faire un peu d'exercice, en promenant ses chiens notamment. Contrairement à d'autres membres de sa famille, elle n'a jamais fumé. Attendez. Comment il s'appelait déjà ? Alors attendez, je peux faire pause comme ça. Ah oui, je sais pas si son mari, donc Philippe le duc, c'est ça non ? Le duc d'Édimbourg, suivait la même diète, on espère, sportif passionné en tout cas, il y a marqué là. Mais lui, c'est 99 ans, donc chapeau. Bref. Je trouvais l'article intéressant, d'actualité, et puis voilà, de montrer qu'on peut manger pas beaucoup de glucides et de la viande et vivre quand même relativement vieux. Alors je sais, encore une fois, on va me sauter à la gorge pour me dire non, mais il y aura une bonne raison pour ça. Et puis t'étais pas derrière elle et tout. C'est vrai que dès qu'il y a quelque chose qui va à contresens de l'actualité. Parce que là aujourd'hui manger de la viande si tu manges de la viande c'est toi qui es responsable du chauffage qui baisse pour les autres bon probablement. Enfin les avantages du jardinage. Jardiner contre l'anxiété. Est-ce que jardiner est mieux que de dessiner, de peindre, etc. contre l'anxiété ? Alors vous allez vous demander, mais quel est le lien avec le fitness ? Alors là, c'est un article de Bénédicte Salthun-Lassalle. Je ne sais pas si elle a un lien avec Jean Lassalle d'ailleurs, mais l'article parle en fait des bienfaits du jardinage comparé à d'autres pratiques en fait pour réduire l'anxiété. Alors retourner la terre, élaguer des arbres, planter des graines, ramasser des fruits et légumes, jardiner est ludique, utile mais ne sont pas ses seuls avantages. Mêlant activité physique, apprentissage, planification de tâches, créativité et connexion à la nature, la pratique du jardinage a aussi des effets positifs sur la santé, non seulement physique mais aussi mentale. Ah bah dites donc, ici c'est orageux, il y a une coupure de courant, dites donc. J'espère que le podcast n'en aura pas subi les conséquences. Bon bref. Pour ce faire, les chercheurs ont recruté plus de 30 femmes âgées de 26 à 49 ans, toutes en bonne santé, non fumeuses, ne présentant aucune maladie chronique, mais ayant déjà dû consommer des anxiolytiques. Donc les anxiolytiques sont des médocs pour traiter l'anxiété, pour ceux qui ne savent pas, ou des antidépresseurs, donc des médocs pour traiter la dépression. Une fois dans leur vie. Donc ils ont au moins consommé ça une fois dans leur vie. Elles ont au moins consommé ça une fois dans leur vie. La moitié des participantes a réalisé des séances de jardinage 2 heures par semaine pendant 1 mois. C'est pas beaucoup. L'autre, des ateliers artistiques, et toutes remplissaient des questionnaires évaluant l'anxiété, les symptômes dépressifs, le stress, les troubles de l'humeur et la satisfaction de s'adonner à un loisir. Les résultats. Au fil des semaines, les 2 types d'activités ont engendré des améliorations de tous les paramètres
psychologiques évalués, excepté la satisfaction de pratiquer un loisir, dans des proportions similaires, sauf que le jardinage est révélé plus efficace que l'art pour diminuer l'anxiété. Et les facteurs biologiques n'ont pas été modifiés. Alors les chercheurs, ils ont conclu que la pratique du jardinage et de l'art ont des bénéfices relativement similaires et non négligeables sur la santé mentale des personnes non malades. Donc ça veut dire que les personnes qui vont bien vont encore mieux. Mais le jardinage est probablement plus apaisant que la création artistique, peut-être dû au fait que c'est une activité physique plus intense et qui a en fait le fait de bouger son cul en gros, ça permet d'aller encore mieux. Donc, si vous doutiez un petit peu du jardinage, est-ce que j'en fais pas, est-ce que ça vaut le coup ? Je pense qu'actuellement, on est vraiment dans une période de vie où c'est important. Pourquoi ? Parce que, déjà on sort d'une période de stress et on re-rentre dans une autre avec le prix, le surcoût, la guerre en Ukraine, enfin toutes ces choses-là. Donc, c'est toujours bon à prendre quelque chose qui peut réduire l'anxiété. Deuxième chose, le coût de l'alimentation est cher, donc forcément avoir quelque chose de bon pour soi à la maison, en tout cas de planter d'autres. Et c'est pour ça quand je dis jardinage, faut pas croire il faut avoir absolument un grand jardin. Moi j'ai une jardinière où je mets soit des aromates, soit des légumes, des petites choses comme ça. On peut sur un balcon se faire un petit quelque chose quoi. Donc du coup ça réduit, on économise un petit peu au niveau budget. Autre chose, on a quand même traversé une pandémie qui nous a tous un peu fragilisés au niveau immunitaire, ou en tout cas, on s'est tous rendu compte qu'au niveau immunitaire, on n'était pas des super-héros, donc c'est toujours bon d'avoir des produits de saison avec un meilleur taux de vitamines et de minéraux. D'ailleurs, allez voir le cours que j'ai produit ce week-end qui s'appelle « Manger des aliments stressés ». Si vous voulez savoir pourquoi il faut manger des aliments qui sont stressés, donc typiquement des aliments qui poussent dans des mauvaises conditions, allez voir le lien que je vous ai mis en description du podcast là. Donc c'est sorti ce week-end, c'est voilà. Et typiquement si vous avez un petit balcon, un petit endroit où en fait vous n'avez pas un grand potager mais un truc plutôt austère pour faire pousser vos légumes, c'est encore mieux. Parce que vous allez en profiter, vous verrez, et, enfin la raison est intéressante quoi. Bref, je reprends. Donc de jardiner, donc c'est bon pour tout ça, mais également, comme on le voit, ça permet de bouger un petit peu, quoi, de s'activer. Et c'est vrai que à la maison, une fois qu'on a fait le ménage, qu'on a rangé, qu'on a fait son lit, qu'on a fait la vaisselle, que tout est ordonné, de faire un peu de jardinage. Alors en plus, eux, dans l'étude, c'est 2 heures par semaine. C'est pas beaucoup, 2 heures par semaine. Le week-end, ça peut vite être fait, 2 heures. Entre changer la terre, labourer un petit peu, même à la main. Alors moi, je vous conseille de faire ça à la main, c'est super agréable. D'ailleurs, je crois que c'est une des pratiques. J'en parlais à un ami qui pour qui c'est le métier, qui jardinier, paysagiste, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas les deux. Et je lui expliquais, je lui disais, moi je crois que c'est la seule pratique que je peux vraiment faire sans écouter un podcast ni rien. C'est-à-dire que faire le ménage, faire la vaisselle et tout, moi j'aime bien me mettre un podcast, un livre audio quand je fais ça, parce que justement j'ai l'impression que je m'applique plus vu que je suis stimulé en fait par quelque chose où j'apprends en même temps. Mais par contre le jardinage, c'est vraiment quelque chose, les mains dans la terre. Mais d'ailleurs j'avais vu un papier passer là-dessus qu'il y a des substances qui viennent, je sais plus comment, mais où c'est profitable pour la sérotonine en fait, les mains dans la terre. Mais concrètement, il y a quelque chose qui passe en fait quand on met les mains dans la terre, qui passe la barrière de l'épiderme quoi. Je sais pas comment on dit, mais ça, il y a quelque chose de chimique qui se passe en fait. Donc imaginez quand on met la main dans la terre pleine de pesticides. Je sais pas si c'est très bon, mais en tout cas, de mettre les mains dans la terre, moi ça m'apaise énormément. Je sais pas, le mettre la main dans le terreau là, de malaxer ça, puis pour planter, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui se passe qui est plutôt agréable. Donc je vous encourage à le faire. Vous y gagnerez sur tous les plans, au niveau psychologique, au niveau de la santé. Bon là, je sais pas c'est quoi qui est de saison en ce moment là. Vite fait, on a quoi de saison que je regarde ? Les mûres, les poires, le melon. Bon ça c'est un petit peu compliqué à planter. Donc en septembre, dans les fruits, on a les figues, framboises, melons, mûres, myrtilles, pêches, poires, pommes, prunes, raisins, tomates. Et dans les légumes, en septembre, on a artichauts, aubergines, betteraves, bled, brocolis, céleri, branches, chou-fleur, concombre, courgettes, fenouil, haricots verts, laitue, maïs, poivrons. Bon, j'imagine que courgettes, ça doit être possible. Les blettes, il faut... Les blettes, j'adore. Je sais pas si vous aimez les blettes, je vais vous donner un petit conseil. Je fais un peu du hors-piste là, mais les blettes, juste un petit peu fondu
à la poêle avec. Alors soit vous achetez du beurre du beurre clarifié GHEE là, ou alors un peu d'huile d'olive. Mais l'huile d'olive, le problème c'est que ça tient pas bien la chaleur au-dessus de 180 degrés, ça commence à se détériorer. Donc plutôt un beurre GHEE, ou alors de la graisse de coco. Mais je suis pas convaincu du goût final. Mais bon, bref. C'est plus doux que les épinards. Et en fait, ce fondant là, un petit peu qu'on peut avoir quand ça cuit les blettes, vous faites ça, je sais pas, avec un poisson ou une viande, j'en sais rien. Et faites-vous une bonne quantité, quoi. Et vraiment une bonne dose. C'est super bon, quoi. Je vais regarder d'ailleurs si c'est assez simple à faire pousser ça, parce que c'est vraiment un des légumes que j'apprécie grandement. Mais bon, là, c'est un peu tard puisque on est en septembre. Donc le mois, faudrait plutôt regarder octobre ou novembre, quoi. Bref, donc en octobre, est-ce que les blettes sont toujours là? Non, malheureusement. Bon, tant pis. On passe à la suite. Donc ça, c'est un article de Cerveau et Psycho que je vous ai cité. Donc vous pouvez aller le lire. Tout se retrouve en description comme d'habitude. Bon, là c'est un article de Futura Santé qui se titre « Les scientifiques redoutent une épidémie mondiale émergente de cancer chez les moins de 50 ans ». Alors, et c'est un article de Julie Kern, rédactrice scientifique. Donc merci Julie pour ton article qui nous fait tous flipper parce qu'on est quand même nombreux à avoir moins de 50 ans dans ceux qui m'écoutent. Pour moi, dans 15 ans, je les ai, donc voilà. Moins de 50 ans, donc on n'est plus là chez les plus de 60 ans, non, moins de 50 ans. Donc là, il y a pas mal de... on se doute pourquoi, mais on le prend pas trop au sérieux. Mais bon, les cancers sont en augmentation chez les moins de 50 ans depuis plusieurs décennies, donc c'est pas depuis hier. Depuis plusieurs décennies, ça veut dire plusieurs tranches de 10 ans en fait. Selon une récente étude menée par l'université d'Harvard. Comment expliquer ce phénomène ? Alors, les cancers chez les individus jeunes de moins de 50 ans ont augmenté de façon inquiétante selon une étude récente. Donc, ce qu'il se passe concrètement, c'est que dans la revue Nature Review Clinical Oncology, un groupe de scientifiques dirigé par l'université d'Harvard a dressé une liste longue de 14 familles de cancers. Super. Différents dont l'incidence a augmenté entre 2000 et 2012 chez les moins de 50 ans. Nous avons calculé que ce risque augmente à chaque génération. Par exemple, des gens qui sont nés dans les années 60 ont plus de risques que ceux qui sont nés dans les années 50. Donc en gros, chaque décennie, ça augmente. Donc si vous êtes né dans les années 80, 90, voire 2000, c'est encore pire. Donc le mode de vie et l'alimentation sont suspectés. C'est leur titre. Selon les scientifiques d'Harvard, cette tendance inquiétante, au point qu'elle est soupçonnée d'être une épidémie mondiale émergente, prendrait racine dans le mode de vie et le régime alimentaire occidental qui s'est imposé dans beaucoup de pays du monde. Alors, on commence à voir ce genre d'article tranquillement pointer le bout du pif. Moi, j'ai envie de vous dire que on est dans un profond déni. Enfin, en tout cas, non, c'est pas qu'on est dans un profond déni. C'est que des personnes comme vous ou comme moi, on commence à en être plutôt convaincus qu'il y a un impact santé lié à l'alimentation. Mais énormément de personnes dans votre entourage et dans le mien n'en ont pas conscience. C'est-à-dire que pour eux, j'aime bien répéter ça parce que c'est pour moi c'est parlant. Ce qui est vendu, ce que l'on vous vend, n'est pas censé vous rendre malade, puisque sinon ça serait pas vendu. C'est leur logique en fait. Pour eux, si ça se vend, c'est que ça crée pas de problème en fait, et que un cancer, une maladie ou peu importe, avoir mal au bide par exemple, c'est des phénomènes du hasard quoi. Il y a assez peu de liens de cause à effet quoi. Pour eux, c'est pas le cas. Enfin voilà. Donc parmi les 14 types de cancers en augmentation que nous avons étudiés, 8 étaient reliés au système digestif. Donc ça fait un bon paquet quand même. Notre alimentation nourrit les micro-organismes dans nos intestins. Le régime alimentaire affecte directement la composition du microbiote et à la fin, ces changements peuvent influencer le risque de maladie. Précise Tomotaka Ugai, chercheur à l'école de santé publique d'Harvard. Donc l'étude met en avant un phénomène global, mais au niveau individuel, il est difficile de savoir quel facteur externe auquel est exposé un individu au début de sa vie et à l'origine d'un cancer bien des années plus tard. Pour le savoir, des études prospectives qui suivent des enfants. Bon voilà. En gros, l'amélioration de l'environnement au début de la vie doit être un objectif immédiat. Cela pourrait réduire le fardeau des cancers précoces et tardifs.
Alors, moi, je remarque une chose, c'est qu'on a une philosophie extrêmement différente entre ne serait-ce que nous en France et aux États-Unis. En fait, aux États-Unis, j'ai remarqué, parce que je regarde beaucoup de reportages, même des reportages anglais de la BBC, etc., sur la santé, sur l'alimentation et tout, et c'est pas du tout la même façon d'exprimer les choses. En France, quand on regarde un reportage sur la santé, c'est très rarement alarmiste. C'est-à-dire qu'on va avoir un reportage alors on va utiliser des arguments ou des thèmes à la mode, donc le gluten, le paléo, le jeûne, etc. Donc pour attirer le chaland, en gros, pour attirer le grand public vers un sujet à la mode. Et en fait, dedans, on va interviewer des médecins, pour dire attention. Alors, ça a pu marcher sur certaines personnes, mais attention, on est tous différents. Il faut se faire suivre par un médecin, avec beaucoup de mise en garde et en fait, en gros, ça marchera pas pour vous, quoi. C'est exceptionnel. Donc, en fait, on coupe l'herbe sous le pied aux gens, quoi. Quand ils se disent tiens, plein d'espoir, zéro espoir. Il y a plus d'espoir. Les reportages français, j'ai l'impression. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Regardez un reportage américain ou de la BBC. Notamment, je vous recommande les reportages qui s'appellent La vérité sûre de la BBC. Donc c'est A Truth About Obesity, machin. Donc je sais pas si vous les trouverez facilement, mais moi j'ai pu les voir. Ils sont disponibles en replay. Enfin voilà. Après, je vous laisse faire vos propres recherches. Eh bien, eux, ils n'ont pas du tout la même approche. C'est-à-dire que eux, certes, ils vont vous dire être en surpoids, avoir du bide, c'est dangereux. Vous avez la moitié de chance de mourir ou quasiment une certitude de mourir d'une maladie cardiovasculaire ou d'AVC, etc. Donc d'abord, ils vous plombent et derrière, ils vous disent en 1 an, si vous perdez votre bide et tout, vous avez plus de risque. Donc en fait, on dramatise, on dramatise quelque part, on montre la réalité parce que les mortalités par cancer, par problème cardiovasculaire, c'est un petit peu la norme aujourd'hui. Hein. Donc en fait, on ne cherche pas à les caresser dans le sens du poil. On leur dit voilà ce qui va arriver si vous continuez. Et vous êtes déjà en mauvaise santé. C'est pas si vous continuez, c'est vous êtes déjà en mauvaise santé. Et vous pouvez changer ça en faisant ça. Donc c'est-à-dire de l'activité physique, en mangeant mieux, etc. Et j'aime ce discours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça donne de l'espoir aux gens. Alors beaucoup vont y voir quelque chose de oh là là, on les force à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Oui, mais en fait, on leur donne aussi de l'espoir. Et combien je vois de personnes qui sont totalement hypocondriaques, mais qui pourtant ne font pas attention à ce qu'elles mangent et elles ne font pas de sport, elles sont sédentaires. Il y a quand même un bug en fait à ce moment. Enfin, il y a quand même un bug puisque effectivement, l'hypocondrie, c'est celui qui a peur de la maladie. Mais en même temps, il s'expose en permanence. Là, en fait, un hypocondriaque, on lui fait lire l'article que je viens de commenter, là, sur les cancers avant 50 ans. Derrière, il est obligé de bien manger et de faire un peu d'activité physique. Donc, pour moi, c'est pour ça que je voulais en parler, en fait, dans ce podcast. C'est qu'on peut avoir certains leviers pour faire prendre conscience aux gens que parce que cancer avant 50 ans, ça commence à... Enfin, ceux qui m'écoutent, là, je sais qu'on a tous à peu près le même âge. Certains sont dans la vingtaine, d'autres sont après la 40, voire la cinquantaine. Mais globalement, ça nous parle à tous. Un cancer avant 50 ans, on commence à se dire, flûte, j'y suis peut-être aussi, quoi. Donc, je suis pas en train de dire que manger bien et faire du sport nous protège de tout. Mais disons que si une saloperie doit nous arriver, ça nous arrivera certainement plus tardivement. Donc même pour les personnes qui chopent une saloperie à 35 comme moi, ou à 40, ou à 50, il se peut que sans de bonnes habitudes de vie, elles le chopent à 20 ans en fait, ou 25. Donc c'est toujours du temps gagné. Il faut pas réfléchir à l'envers comme beaucoup de personnes font. Oh regarde, il est mort d'un cancer du poumon et pourtant il fumait pas. Donc d'avoir un mauvais raisonnement en fait. Il faut avoir le bon raisonnement. Ouais, mais voilà, il faut faire les choses bien. On sera toujours gagnant quoi. À un moment donné, où on l'a déjà été, on s'en est pas rendu compte parce que justement on a fait bien les choses. Mais en tout cas, il y a des pistes par rapport au microbiote, donc de nourrir correctement son microbiote. Et d'ailleurs, il y avait, bon, je vais pas en parler ici parce que ça va traîner en longueur, mais il y avait un bon reportage sur l'obésité notamment de la BBC. Et un des seuls reportages, d'ailleurs, qui n'était pas du tout, et c'est pareil, ils utilisent pas du tout le même angle que en France. C'est-à-dire qu'en France, quand on fait un reportage sur l'obésité, actuellement, je parle,
On va parler de génétique, on va parler d'opérations, vous savez, avec le ballon ou alors avec les sleeves, les choses comme ça. On va parler de psychologie, on va parler de grossophobie, mais on parle assez peu d'alimentation. En fait, l'article de la BBC, il a parlé exactement des mêmes choses, donc de tout ça, mais il a aussi posé la question aux personnes obèses, quel est votre péché mignon ? Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que vous n'arrivez pas à mincir ? Et en fait, cette question elle est importante parce qu'ils ont dit, parce que moi, par exemple, j'aime les choux à la crème, j'aime ci, j'aime ça. Et en fait, des choses qu'on ne voit pas en France, c'est-à-dire que ça, c'est caché. On veut pas montrer que ce sont aussi des personnes qui ont une addiction à l'alimentation qui met en surpoids. Pas tous, mais beaucoup. Et en fait, ils n'avaient pas de problème avec ça. C'est nous, on a créé un problème. Et souvent, ceux qui ont créé ce problème-là, c'est pas les personnes obèses. C'est les personnes qui veulent les protéger. Les protéger sous couvert que de ne pas le dire, ça les protégerait. Ce qui, à mon sens, n'est pas bon. Enfin, voilà. Parce que l'addiction alimentaire est un problème, en fait. Et ils ont interviewé quelqu'un, en fait, ils ont dit, tiens, quand t'étais obèse, parce que c'est pas une personne qui a fait l'opération et tout, montre-moi ce que tu pouvais manger sur un repas ou sur une journée. Et c'était, mais je sais pas combien de beignets, des gâteaux, des frites, des machins, c'était, mais rien qu'à le voir. Pourtant, moi, je suis un bon mangeur et, enfin, voilà, j'aime manger. Si je desserre le frein à main, je vous garantis que je mange. Et de voir tout ce qu'il était capable d'ingurgiter, moi, ça me faisait limite tourner de l'œil. Et ça, je pense que c'est important d'en parler parce que les obèses le savent, qu'ils mangent pas toute la journée des brocolis. Mais les gens qui ne le sont pas le savent pas. Et pensent, le fait de ne pas le dire, ça induit dans leur tête que ces gens-là peuvent être obèses en mangeant de la salade et des brocolis. Ce qui n'est pas vrai. On est tous d'accord. À un moment donné, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, pourquoi ? Parce que les personnes souvent en surpoids qui sont interviewées dans les reportages, elles ont toutes déjà réussi à faire un régime, donc perdre du poids, mais après elles l'ont repris. Et c'est pas de la faute du régime, parce que le régime a marché, ils ont perdu du poids. C'est de la faute de ce qu'ils ont fait après le régime. Et il y avait d'ailleurs une personne de l'émission Biggest Loser, là, vous savez, le grand perdant aux États-Unis, cette émission où il faut perdre le plus de poids possible, prennent des obèses, ils leur font faire du sport, ils leur font faire une diète très hypocalorique, etc. Et celui qui perd le plus de poids gagne l'émission. Et en fait, ils ont fait une étude, ils ont regardé que ces personnes-là reprenaient du poids après, parce que voilà. Et en fait, le gars, il dit, mais je suis honnête, j'ai repris du poids parce que dès que j'ai pu être suivi par l'émission et que j'ai arrêté ma tournée après avoir vendu mon bouquin, donc il a écrit un bouquin et tout pour encourager ceux à perdre du poids, il a retrouvé son travail sédentaire et puis il a recommencé à grignoter un peu. C'est pas la magie qui a fait ça, il dit c'est parce qu'il est redevenu sédentaire, plus sédentaire, et qu'il a recommencé à grignoter un petit peu. Et en fait, son alimentation a changé. Donc, ça n'est pas... Je comprends, en fait, que beaucoup de personnes aimeraient faire un régime comme... je sais pas, moi. Comme autre chose. C'est-à-dire, on fait un régime et... je sais pas si vous entendez, il y a la sonnette qui sonne, là. Faire un régime et se dire, tiens, derrière... comment dire ? J'ai plus besoin de le faire de toute ma vie, quoi. C'est terminé. Mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que pour certaines personnes, d'abord on fait un régime pour virer l'excès, ce que j'ai pu faire quand j'étais en légère obésité il y a des années, et ensuite on adopte un autre mode de vie pour ne plus avoir besoin de reprendre du poids, ne plus reprendre de poids, et d'accepter qu'on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des gens qui pourront avoir un travail sédentaire, manger mal et ne jamais être en surpoids. Et il y a des gens comme moi, typiquement, si je mange mal et je suis sédentaire, je prendrai du poids. Mais je vais pas accuser les autres, mieux vaut l'accepter, parce que si je ne l'accepte pas, je serai toujours malheureux parce que je serai toujours en surpoids. En attendant qu'il y ait de la magie non. Et c'est même dans le choix du travail ou tout un tas de choses qui vont conditionner ça, quoi. C'est une forme d'inégalité. On n'est pas tous égaux. Et j'ai envie de dire, moi, que les personnes qui stockent facilement du gras, c'est des personnes qui sont plutôt adaptées à la survie, en fait. C'est tout. Donc, on en revient toujours à la même chose. L'obésité, comme on dit, est multifactorielle. Et certes, il y a une dimension génétique. Donc, il y a même je sais plus comment on appelle ça, des chromosomes, ou je sais plus. Enfin, certaines branches, certains gènes, pas des chromosomes, mais des gènes qui vont vous prédisposer ou non à l'obésité. Et d'ailleurs, ceux chez qui le gène est révélé, c'est-à-dire à qui ils avaient fait une étude, là, je sais plus dans quelle émission, mais
les gens à qui on a dit vous avez les gènes de l'obésité, et ben en fait les choix futurs étaient plus sains parce qu'ils savaient qu'ils avaient une prédisposition à être en surpoids, donc ça conditionnait leurs choix futurs qui faisait qu'ils mangeaient plus sain et qui pour eux c'était mieux en fait, alors que les autres non. Tant qu'on le sait pas, enfin voilà. Donc il y a une composante génétique, une composante psychologique, enfin voilà, et puis les drames qu'on peut vivre, une personne qui va vivre un deuil, une personne qui va, je sais pas, enfin il peut y avoir tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, on est juste dans le côté, il ne faut pas stigmatiser, ce qui est bien, mais il faut aussi pas faire croire, à mon sens, qu'ils sont tous en bonne santé. Parce que si vous regardez le reportage anglais, le gars à qui le médecin dit « là, vous n'êtes pas en bonne santé », il est pas obèse. Hein. Il a juste un tour de taille un peu épais. Et il est en train de lui dire « vous avez du gras viscéral, donc vous avez beaucoup plus de chances, et même c'est garanti que vous y passiez d'une maladie cardiovasculaire ou métabolique, type diabète ou autre. » En France, ça ne passe pas comme discours. Et je sais pas si c'est normal est-ce qu'on n'est pas à la... Enfin... Je sais pas, on parle beaucoup de principe de précaution, mais en même temps, pas beaucoup pour l'obésité, quoi. Et sous couvert du regard des autres et tout, il faut pas stigmatiser, on engomme les effets réels pour la santé. Moi, je pense que c'est un risque, hein, c'est un danger. C'est-à-dire qu'on doit lutter contre les gens les grossophobes, ou je sais pas comment on les appelle aujourd'hui, hein, les gens qui sont pas capables d'accepter le surpoids chez les autres. Ça, oui, on doit le combattre, je suis d'accord. Puisque pour moi c'est pareil que de pointer du doigt une personne en fauteuil roulant, quoi. Voilà, je sais pas, pour moi ça me dérange en fait. Enfin bon, c'est un comportement d'enfant. Vous savez, les enfants quand ils sont cruels entre eux. Mais pour moi c'est un peu la même chose, quoi. Un adulte qui se moque d'un obèse, c'est cruel. Enfin bon. Mais par contre derrière, faut pas dire oui, t'es en bonne santé. Les seuls obèses qui sont entre guillemets en bonne santé, ce sont typiquement les sumos, quoi. Et encore, tant qu'ils font du sport. Parce que les sumos, en fait, ils sont obèses, mais ils ont beaucoup de graisse sous-cutanée, mais peu de graisse viscérale. Et c'est la graisse viscérale qui est nocive. Mais c'est pourquoi ? Parce qu'ils font 5-6 heures de sport par jour. Donc c'est pour ça qu'ils stockent pas, finalement, au niveau métabolique, ça va pas trop mal. Par contre, dès qu'ils arrêtent de faire du sport, ils déclinent très vite. Et c'est pour ça, peut-être, que leur espérance de vie, elle est très limitée. Parce que dès qu'ils lèvent le pied sur la compétition et donc le sport, et ben en fait, cette graisse, elle se redistribue et hop là, ils disparaissent de la surface de la planète. Donc, c'est compliqué d'être obèse et en bonne santé. Forcément, à un instant T, on peut l'être, mais il faut dire aux gens que ça peut mal tourner, quoi. Et moi, je me souviens que quand j'étais gosse, le médecin, il faisait un peu la morale, quoi. Il disait attention, il faut perdre un peu de poids, ou faut arrêter ci, faut arrêter ça, monsieur. Enfin voilà, il y avait une forme il avait un rôle de morale, en fait. Et puis on sortait de là, on disait merde, je m'y attendais pas, quoi. Mais enfin, à un moment donné, on a besoin de quelqu'un nous mettre un peu des limites. Et on n'est pas professionnel de santé. À un moment donné, il y a des gens qui sont professionnels de la santé. On n'a pas un code de la route pour la santé. Il y en a un pour la voiture, donc on sait respecter, on sait ne pas dépasser les limites. Il y en a pas pour la santé. Personne nous dit dépasse pas tant de tours de taille, dépasse pas tant de tel poids. Et personne nous le dit, ça, parce que justement, faut pas stigmatiser. Et oui, mais bon, il y a aussi beaucoup de personnes de cancer, d'obésité et tout. Et comment on le limite ? Il faut pas stigmatiser, s'il faut pas alarmer, enfin voilà. Stigmatiser, j'aime pas le terme parce que c'est pas terrible, mais s'il faut pas alarmer, si on n'a pas le droit d'alarmer, malheureusement on soignera personne, quoi. Et puis encore une fois, ça déresponsabilise. De fait de dire que c'est pas de notre faute, c'est pas intégralement de notre faute, il faut dire. C'est pas intégralement de notre faute. Une petite part est lié à ma responsabilité, donc à mes choix, à ma liberté personnelle, c'est-à-dire les courses que je fais, si c'est moi qui fais mes courses, c'est ma liberté d'acheter ce que je veux, personne me met un pistolet sur la tempe pour mettre des choses dans mon caddie. Par contre, j'ai pas décidé des gènes que je recevais à la naissance, donc c'est pas moi qui décide que je vais beaucoup stocker, puisque c'est ce que j'ai reçu à la naissance. Donc il y a des choses on n'a pas choisi et des choses qu'on peut choisir. Et en fait, faut mettre toute son énergie sur ce qu'on peut contrôler. Donc, en gros, son mode de vie et son alimentation. Bref, je m'arrête ici. Enfin non, je m'arrête pas ici d'ailleurs.
puisque je voulais vous parler justement de ce que j'ai mis sur le site ce week-end, qui s'appelle Manger des aliments stressés. Donc on parle de mangez-vous des activateurs de sirtuine, la révélation des chercheurs sur les plantes, c'est quoi la xénohormèse, liste des aliments à consommer, recommandations de lecture, cours vidéo et notes PDF. C'est ce qui vous attend dans la version longue et dans le cours que j'ai produit ce week-end sur pourquoi manger des aliments stressés. Vous allez pouvoir voir si justement l'histoire du gorille, les aliments qu'il mange et tout, c'est compatible avec nous. Enfin bon, bref, tout ça. Je vous invite à aller voir ça et tous les autres liens que vous retrouverez soit par mail si vous êtes abonné aux emails, soit dans les notes là du podcast, vous retrouverez tout ça. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.